Madame, mademoiselle, monsieur, bonsoir. Déjà refroidi par les difficultés d'ordre monétaire, le marque allemand fait la nique au franc, voici que les relations franco-allemandes se tendent. Par-dessus le Rhin, le dialogue entre Paris et Bonn tourne à l'aigre. Il y a 3 semaines que le chancelier Schmitt cherche, comme l'on dit, le gouvernement français. Ses coups de patte sont appuyés, aussi bien à la télévision allemande que dans le magazine américain Time. Argument central du chancelier Schmitt, c'est parce que leurs régimes sont conservateurs, voire réactionnaires, que des pays comme l'Italie, le Portugal, l'Espagne et la France, marqués par le gaullisme, sont menacés du communisme. Alors que les pays sociaux-démocrates, sous-entendu comme l'Allemagne, n'ont rien à craindre de ce côté-là, les partis communistes y sont insignifiants. De quoi réveiller bien des souvenirs. Et il n'est pas étonnant, dans ces conditions, de voir un député gaulliste, de surcroît général, Pierre Billotte, monter au feu. À l'Assemblée nationale, il interpelle le Premier ministre. Nous entendrons dans un instant la réponse de Jacques Chirac. Ensuite, notre envoyé spécial permanent à Bonn, Michel Meyer, nous expliquera pourquoi le chancelier Schmitt transgresse ainsi les usages diplomatiques, car il doit bien y avoir une clé à cette soudaine querelle entre deux pays que l'on croyait solidaires, si ce n'est amis, pour longtemps. Mais voici d'abord la réaction de Jacques Chirac. Les autorités françaises ont été très étonnées. Et j'emploie ce mot pour des raisons diplomatiques, car il est faible pour caractériser le sentiment que nous a inspiré les déclarations que vous venez de rappeler, qui émanent effectivement du chancelier fédéral allemand. Il ne faut pas oublier, outre ce que vous avez dit, que c'est à l'initiative du général de Gaulle, lorsqu'il a signé en 1963 avec le chancelier Adenauer les accords franco-allemands, que l'Allemagne doit être sortie de l'isolement dans lequel elle était plongée. Et ceci marquait notamment l'estime, l'amitié et la considération que le grand chancelier allemand de l'époque et le chef de la France libre se portaient mutuellement. Il ne me semble donc pas appartenir à M. Schmitt de faire des déclarations aussi irréfléchies et de cette nature, et c'est bien dans cet esprit qu'à la demande du président de la République, le gouvernement français, dès le lendemain, par l'intermédiaire de son ambassadeur, a fait les démarches nécessaires auprès du gouvernement allemand. Pas de doute, le gouvernement allemand fait tout son possible pour éviter de dramatiser la situation. Dans l'entourage du chancelier Schmitt, on dit avec insistance que dans son interview télévisée, le chancelier allemand ne visait pas quiconque au-delà des frontières allemandes, mais que cette interview était plutôt destinée à sa propre clientèle électorale. En fustigeant pêle-mêle le salazarisme, le franquisme, la chrétienne-démocratie italienne et le gaullisme français, qui par leur conservatisme et selon Helmut Schmitt ont fait le lit des communistes, il voulait indirectement faire l'apologie de son propre parti, le Parti social-démocrate allemand. En cela, il renouait avec une attitude habituelle à la nouvelle classe politique allemande qui a toujours considéré la France gaulliste comme un pays conservateur, voire rétrograde. Par contraste, bien sûr, avec une Allemagne que l'on pouvait alors juger exemplaire en matière démocratique et surtout en ce qui concerne l'évolution sociale depuis l'arrivée au pouvoir des amis de Helmut Schmitt. C'est là une attitude qui n'est d'ailleurs pas près de se dissiper ou de se modifier au moment où Helmut Schmitt débute une campagne électorale pour des élections qui auront lieu en octobre prochain avec un thème que l'on peut résumer ainsi: grâce à moi et mes amis, les Allemands sont les premiers et les meilleurs en Europe. Monsieur Houphouët-Boigny, le président de la République de Côte d'Ivoire, est depuis le début de la semaine l'hôte de la France. Un hôte particulièrement honoré et choyé. Peut-être, comme jamais, ne l'a été un chef d'État étranger. C'est un véritable ami que Valéry Giscard d'Estaing a traité, cet ancien ministre de la 4e République, aujourd'hui à la tête de l'un des États les plus prospères d'Afrique noire, un modèle de décolonisation. M. Houphouët-Boigny donnait aujourd'hui une conférence de presse consacrée en grande partie à la situation de l'Afrique, aux intérêts qui s'y affrontent et aux menaces qui pèsent sur elle. À cet égard, l'entrevue que le président de la Côte d'Ivoire aura demain à Paris avec le secrétaire d'État américain Henry Kissinger revêt une grande importance. Nous devons attirer l'attention
du représentant des États-Unis sur la gravité de la situation. Il ne faut pas que par l'insouciance, l'indifférence, le manque d'imagination, on installe demain notre continent dans la guerre des blocs. Nous ne voulons pas de nouveau Vietnam en Afrique. Nous disons qu'il appartient à l'Angleterre, qui a décolonisé maints territoires comprenant des centaines de millions d'hommes, d'assumer pleinement ses responsabilités en créant les conditions qui permettent à la majorité noire de la Rhodésie d'accéder au pouvoir. La patience a des limites, je le sais. Je ne sais pas ce qui adviendra, mais de grâce, je demande non pas seulement à l'Angleterre, mais aux Européens alliés de l'Angleterre, de nous éviter la situation qui a prévalu récemment en Angola et qui allait diviser les Africains. L'emploi en France, ça va mieux. Ainsi, l'UNEDIC, qui gère les fonds des ACEDIC, les assurances chômage, enregistre davantage d'annulations de dossiers que d'ouverture de nouveaux dossiers, preuve donc que le chômage recule. Les chiffres de l'UNEDIC sont beaucoup plus significatifs que les chiffres globaux et contestés du ministère du Travail. C'est cette amélioration du niveau de l'emploi, conséquence de la reprise économique, que Jacques Chirac devait confirmer ce matin devant les journalistes. Depuis le mois de janvier, chaque mois, le nombre des demandeurs d'emploi non satisfaits diminue d'environ 40 000, ce qui est dû naturellement aux conséquences de la reprise économique, et cela va s'amplifier, mais c'est dû également à l'action qui a été menée par ces comités de l'emploi. Monsieur le Premier ministre, ça veut dire que la reprise, c'est un pari vraiment gagné et que la courbe du chômage ne peut que descendre? Écoutez, sur le pari, je ne crois même pas qu'on puisse dire que la reprise est un pari. La reprise est une constatation. C'est vrai en France, où nous sommes entrés dans la crise après les autres et où nous en sortons avant les autres, mais c'est vrai également dans les autres grands pays industriels, aux États-Unis, au Japon, en Allemagne. On assiste à ce phénomène de reprise générale. Si bien que je puis vous dire aujourd'hui que tout nous permet de penser que le progrès de l'activité économique et industrielle se fera en 1976 probablement à un niveau supérieur à celui que nous avions prévu au début de l'année. Et naturellement, ça ne peut avoir que des conséquences positives sur l'emploi. Notre objectif étant d'ailleurs que les effets de cette reprise soient d'abord et avant tout consacrés à ceux qui cherchent un emploi, un premier emploi ou un emploi dans le courant de leur carrière, avant d'être consacrés à ceux qui ont déjà un emploi. Et à votre avis, quand ces créations d'emplois pourront-elles éponger le chômage? C'est très difficile de faire à cet égard des pronostics, cela dépend de beaucoup de choses. Je crois franchement que si tout le monde s'y met et si la volonté de travail et de développement continue à se manifester en France, nous aurons assez rapidement une amélioration très nette de la situation de l'emploi. Pour concrétiser ces propos, le Premier ministre devait annoncer une bonne nouvelle qui intéresse particulièrement la Lorraine et surtout les habitants de la région de Briey, très touchés depuis quelques années par la crise dans les mines de fer et ses conséquences sur l'industrie locale. La Saviem, l'une des filiales camions et poids lourds de la régie Renault, va construire une usine dans le site de Batilly, près de Briey. Cette usine emploiera 3000 personnes. La reprise économique rend toutefois encore plus aiguë une difficulté propre à la France en matière de main-d'œuvre, le manque de formation technique d'un grand nombre de travailleurs. Améliorer cet état de choses est l'un des buts de la formation continue, rendue obligatoire par la loi de 1971. De ce côté-là, ça progresse puisque près de 2 millions de salariés auraient bénéficié de cette formation continue en 1975. D'une façon générale, les entreprises vont d'ailleurs plus loin que le minimum prévu par la loi. Cela dit, vous allez le voir tout de suite par un exemple pris sur le vif dans une société métallurgique française, qu'entre les statistiques et la réalité, il y a un décalage. Les esprits ne sont pas encore habitués à l'idée de la formation continue et plus grave, bien des barrières subsistent. Cette entreprise moyenne, 500 employés, fabrique des pièces pour avions. La direction et les deux syndicats représentés, CGT et CGC Cadre, sont tout à fait d'accord pour développer au maximum la formation continue. Ainsi, l'an dernier, 72 employés ont-ils bénéficié de cours, ce qui représente 60 heures, chiffre en augmentation cette année.
Le 1% obligatoire de la masse salariale consacrée au budget de formation est dépassé. C'est d'ailleurs le cas dans beaucoup d'entreprises françaises. Moyenne nationale, 1,65% de la masse salariale. Donc, ici comme ailleurs, la formation permanente est connue, reconnue utile, même si tous les employés ne sont pas candidats pour en profiter. Bah écoutez, je vais sur 49 ans et je pense que je crois connaître suffisamment mon travail, disons, quoi, et je ne juge pas utile de suivre les cours. C'est-à-dire, j'ai quitté l'école depuis l'âge de 12 ans, il y a eu l'époque de la guerre et tout ça, alors non, je ne pense pas que je me remettrai dans le bain actuellement. Alors j'aimerais, disons, approfondir la question sur le système de commande numérique même. Et est-ce qu'on vous propose des cours de ce type, ici? Bon, c'est... Au moment, à l'époque où j'ai demandé, non. À l'époque où j'ai demandé, non, on m'a rien proposé de ce genre. Hein. Une fois, j'avais une réunion avec le directeur des relations humaines et il a dit on va voir ça, mais enfin, ça s'est arrêté là, quoi. Mais enfin, vous souhaitez en faire, quoi? Dans une certaine mesure, oui. Enfin, je veux pas pour le moment, mon travail me satisfait. Hein. Mais ça vous gêne pas de retourner à l'école? Ça dépend à quelle école. Ici, par exemple, dans le cadre de votre travail. Ah non, non. Si je prends des cours, je les prendrai par correspondance déjà. Hein. Je ne veux pas me retrouver... Je travaille toute l'année avec un certain nombre de gens, je ne veux pas me retrouver avec eux encore à l'école. La bonne entente entre partenaires pour le développement de la formation continue n'empêche pas les nuances, voire les divergences, lorsqu'il s'agit de son fonctionnement. Ouvriers, cadres et direction ne voient pas les choses tout à fait du même œil, ce qui ne facilite guère le choix des cours. Il y a des cours d'allemand, des cours d'anglais, des cours de mathématiques, de technologie, qui marchent très très bien. Par contre, au niveau cours individuel, il y a un peu plus de problèmes. Si les gens ne recherchent pas eux-mêmes leurs cours et ne posent pas le problème, disons déjà presque solutionné, effectivement, c'est déjà plus délicat à résoudre. La formation existe, mais comme dans beaucoup d'entreprises, chez Alcan, cette formation est surtout au bénéfice du patronat, plus qu'au bénéfice des travailleurs. Je suis des cours d'allemand avec quelques copains. On a demandé ça pour enrichir nos connaissances personnelles. On a même eu un tout petit peu de mal du côté de la direction aussi, qui, elle, ne voyait pas l'intérêt d'apprendre l'allemand à des ouvriers. Peut-être qu'à des cadres, ça lui aurait servi puisqu'on travaille avec l'Allemagne, mais les ouvriers n'en voyaient pas l'intérêt. Et le côté professionnel reste encore l'aspect majoritaire le plus important, étant donné que nous sommes confrontés, aussi bien les sociétés que les individus, à des concurrences, aussi bien nationales qu'internationales. Nous ne pouvons pas nous permettre de donner la préférence à des cours de musique, c'est certain. Plus l'entreprise est petite, plus il est difficile d'organiser les cours. Les grandes constituent leur propre filière de formation et pour aider les PME, des associations interentreprises se sont constituées afin d'organiser ces cours. Mais les syndicats sont souvent méfiants vis-à-vis de ces organismes privés jugés trop proches du patronat. De plus, le décalage constaté entre les besoins des différents employés amène certains à trouver la loi restrictive. Je voulais au départ faire le CESI, qui est le Centre d'études supérieures industrielles, qui était un stage de 2 ans à plein temps. Ce stage de 2 ans à plein temps avec l'absence, déjà qui cause une grosse gêne à l'entreprise, le prix de revient des cours et le prix de revient des heures de travail, donc le salaire, représentait environ sur 2 ans une somme à l'époque de 18 à 20 millions d'anciens francs. Ce qui fait que pratiquement tout le budget disparaissait, était englouti. C'était donc pas possible. Des négociations sont en cours pour l'amélioration des congés individuels de formation qui seront de plus en plus demandés par les salariés. Le gouvernement entend aussi augmenter la part patronale de formation. Mais cela suffira-t-il à faire éclater les limites de la loi sur la formation permanente? Une exposition itinérante va d'ailleurs essayer de montrer aux Français les principaux aspects de la formation permanente. Dans de nombreuses usines ce jeudi, ce n'était d'ailleurs pas la formation permanente qui était à l'ordre du jour, mais la sécurité au travail. Les accidents du travail font plus de 3000 morts chaque année. C'était le thème d'action de la journée d'action organisée par la CGT et la CFDT qui a donné lieu à d'assez nombreux débrayages, en province notamment. Ne pas donner à l'armée allemande la suprématie sur l'armée française, tel était l'un des arguments avancés hier soir par le chef de l'État pour justifier l'effort financier que la France va entreprendre pour moderniser son armée,
une armée dont il n'est pas question de faire une armée de métier. L'armée allemande, nous sommes des milliers à l'avoir connue et affrontée, mais qu'est-elle devenue aujourd'hui? De quelle défense nationale s'est doté ce pays écrasé il y a 30 ans, qui n'a pas connu de guerre coloniale et qui reste soumis à des contraintes en matière d'armement? Ce dossier établi par Michel Meyer répond à ces questions. La vedette de la nouvelle armée allemande, c'est une machine. Et elle a un nom de fauve. Le char Léopard est en effet l'un des meilleurs panzers du monde. C'est le nouveau symbole de la puissance militaire de la Bundeswehr. Capital humain d'une armée conventionnelle très technique et à la pointe du progrès, 500 000 hommes, désappelés pour la plupart. Matériellement, leur condition est enviable, 300 francs par mois et des primes, 21 jours de permission par an, le droit à la barbe et aux cheveux longs. Le soldat allemand a donc ainsi le meilleur standing d'Europe. Psychologiquement, les nouveaux guerriers de l'Allemagne de l'Ouest ne sont pas des militaires à tout prix. De toutes les manières, la constitution allemande interdit à leur pays l'entretien d'une armée offensive. La vocation de la Bundeswehr est donc essentiellement défensive, ce qui exclut certaines réserves face à l'armée. Nous connaissons notre histoire. Nos jeunes se demandaient donc s'ils n'allaient pas être une nouvelle fois mal utilisés avant la fin du siècle s'ils devenaient soldats. Après ce constat, Georg Kleber estime que depuis que les conscrits allemands savent que cela n'est plus possible, leur service militaire a une toute autre signification morale. Ces étudiants, ce sont les futurs officiers de l'armée allemande. Rien ne les distingue de leurs camarades civils. Le Saint-Cyr allemand est en effet une université comme les autres, qui délivre un diplôme comme les autres. Ce type de formation assez différent des formules imprégnées de traditions du type anglais ou français suscite beaucoup de curiosité. Résultat, les officiers allemands sont moins des hommes de vocation que des civils en uniforme. Moi, j'ai 3 causes d'être devenu officier. Le premier point de vue, c'est un point personnel dont je ne veux pas parler. Le deuxième, c'est la sécurité matérielle et sociale ici. Le troisième, c'est l'intérêt pour l'armée en général. Je suis devenu officier parce que j'avais la possibilité d'une sécurité matérielle. Je pouvais faire mes études ici et je m'intéressais pour la militaire en général. La nouvelle armée allemande ne peut se concevoir que comme un maillon de plus en plus solide de l'Alliance Atlantique. Et les groupes musicaux de la Bundeswehr manient aussi bien le banjo que l'américain. Les fils armés de la nouvelle Allemagne de l'Ouest sont tout sauf les héritiers de leur père qui jadis firent trembler le monde avant de s'effondrer dans la défaite et les pénibles retours des camps de prisonniers alliés ou soviétiques. La majorité des nouveaux Allemands préfèrent désormais les promenades champêtres aux défilés militaires. Cela n'exclut cependant pas un effort militaire tout à fait impressionnant. La Luftwaffe est riche de près de 600 avions de combat. Les experts de l'OTAN la jugent crédible et tout à fait efficace. En ce moment, les Starfighters de sinistre mémoire, on compte en effet déjà plus de 170 accidents, sont en cours de remplacement par les Phantoms. Plus tard, le F-1 américain prendra le relais. Mission de la Luftwaffe, participer à l'effort d'observation et d'intervention au niveau de ce que l'on a appelé le rideau de fer.
de l'État pour justifier l'effort financier que la France va entreprendre pour moderniser son armée, une armée dont il n'est pas question de faire une armée de métier. L'armée allemande, nous sommes des milliers à l'avoir connue et affrontée, mais qu'est-elle devenue aujourd'hui? De quelle défense nationale s'est doté ce pays écrasé il y a 30 ans, qui n'a pas connu de guerre coloniale et qui reste soumis à des contraintes en matière d'armement? Ce dossier établi par Michel Meyer répond à ces questions. La vedette de la nouvelle armée allemande, c'est une machine, et elle a un nom de fauve. Le char Léopard est en effet l'un des meilleurs panzers du monde. C'est le nouveau symbole de la puissance militaire de la Bundeswehr. Capital humain d'une armée conventionnelle très technique et à la pointe du progrès, 500 000 hommes, désappelés pour la plupart. Matériellement, leur condition est enviable, 300 francs par mois et des primes, 21 jours de permission par an, le droit à la barbe et aux cheveux longs. Le soldat allemand a donc ainsi le meilleur standing d'Europe. Psychologiquement, les nouveaux guerriers de l'Allemagne de l'Ouest ne sont pas des militaires à tout prix. De toutes les manières, la constitution allemande interdit à leur pays l'entretien d'une armée offensive. La vocation de la Bundeswehr est donc essentiellement défensive, ce qui exclut certaines réserves face à l'armée. Nous connaissons notre histoire. Nos jeunes se demandaient donc s'ils n'allaient pas être une nouvelle fois mal utilisés avant la fin du siècle s'ils devenaient soldats. Après ce constat, Georg Kleber estime que depuis que les conscrits allemands savent que cela n'est plus possible, leur service militaire a une toute autre signification morale. Ces étudiants, ce sont les futurs officiers de l'armée allemande. Rien ne les distingue de leurs camarades civils. Le Saint-Cyr allemand est en effet une université comme les autres, qui délivre un diplôme comme les autres. Ce type de formation assez différent des formules imprégnées de traditions du type anglais ou français suscite beaucoup de curiosité. Résultat, les officiers allemands sont moins des hommes de vocation que des civils en uniforme. Moi, j'ai 3 causes d'être devenu officier. Le premier point de vue, c'est un point personnel dont je ne veux pas parler. Le deuxième, c'est la sécurité matérielle et sociale ici. Le troisième, c'est l'intérêt pour l'armée en général. Je suis devenu officier parce que j'avais la possibilité d'une sécurité matérielle. Je pouvais faire mes études ici et je m'intéressais pour la militaire en général. La nouvelle armée allemande ne peut se concevoir que comme un maillon de plus en plus solide de l'Alliance Atlantique. Et les groupes musicaux de la Bundeswehr manient aussi bien le banjo que l'américain. Les fils armés de la nouvelle Allemagne de l'Ouest sont tout sauf les héritiers de leur père qui jadis firent trembler le monde avant de s'effondrer dans la défaite et les pénibles retours des camps de prisonniers alliés ou soviétiques. La majorité des nouveaux Allemands préfèrent désormais les promenades champêtres aux défilés militaires. Cela n'exclut cependant pas un effort militaire tout à fait impressionnant. La Luftwaffe est riche de près de 600 avions de combat. Les experts de l'OTAN la jugent crédible et tout à fait efficace. En ce moment, les Starfighters de sinistre mémoire, on compte en effet déjà plus de 170 accidents, sont en cours de remplacement par les Phantoms. Plus tard, le F-1 américain prendra le relais. Mission de la Luftwaffe,
participer à l'effort d'observation et d'intervention au niveau de ce que l'on a appelé le rideau de fer. Avec ses 22 bateaux de guerre et ses 24 sous-marins, la marine allemande est aussi un appoint appréciable pour l'armada de l'Alliance Atlantique. Et elle sera encore renforcée. Le gouvernement allemand vient en effet de décider l'achat de plusieurs navires pour des missions de surveillance et de riposte à l'aide de missiles en Baltique et en mer du Nord. Mais là n'est pas l'essentiel. Pour Georg Kleber, le ministre allemand de la Défense, c'est sur terre que doit se porter son effort. Il sait que les forces du pacte de Varsovie ont plus de chars que l'OTAN, mais cela ne le dérange pas. De toute façon, il sait que dans la perspective défensive de la Bundeswehr, il n'a pas le droit d'avoir plus de chars, car la RFA serait alors capable d'attaquer un autre pays. Son problème est donc de donner à son armée les moyens de se défendre au mieux, afin de ne laisser aucune chance à l'adversaire. En Allemagne, l'arme blindée est pourtant une puissance qui monte. Avec ses 3700 chars ultramodernes, c'est la force conventionnelle terrestre la plus crédible de l'Europe occidentale. Équipées de chars légers de type Marder et de chars lourds du type Léopard, les divisions blindées ouest-allemandes sont rapides dans leurs interventions. La puissance et la précision de tir de ces engins leur permet déjà de faire face aux meilleurs chars du pacte de Varsovie. Il est même dit qu'ils sont capables, grâce à la direction électronique des systèmes de pointage et de tir, de supplanter les chars soviétiques. Dès 1980, la mise en service d'une nouvelle génération de Léopard encore plus rapide et plus précis donnera à la Bundeswehr le seul char occidental pouvant rivaliser avec le T-64, un nouveau char russe actuellement aux essais en URSS. C'est peut-être ce qui permet déjà à certains experts de l'OTAN de croire la Bundeswehr capable d'enrayer une attaque venue de l'Est. À cette fin, le gouvernement de Bonn ne ménage pas son argent. C'est le cas notamment pour les armes anti-chars. Cette année, le budget allemand de la défense sera de l'ordre de 85 milliards de nos francs. C'est plus que ce que la France consacre à son armée, à la fois nucléaire et conventionnelle. En fait, l'armée allemande n'est que l'une des formes d'expression de la puissance économique allemande. L'argent, c'est encore le nerf de la guerre, même si les armes allemandes se veulent celles de la détente et de la paix. Une information qui vient de me parvenir et qui risque d'envenimer encore les relations franco-algériennes. Le procureur de la Cour de sûreté de l'État d'Algérie vient de requérir la peine capitale contre les deux ingénieurs français, Michel Pellois et Jean-Claude Chauchard, accusés d'espionnage économique. Le procureur général de la Cour a également demandé la réclusion à perpétuité à l'encontre du troisième ingénieur français, Michel Borin. Le temps, eh bien, il a fait très beau et tous les citadins, bien entendu, s'en réjouissent, mais je crois que vraiment, et je sais que ce temps devient très, très préoccupant maintenant pour un grand nombre d'agriculteurs dont les récoltes sont compromises. Il a fait très beau, très chaud, puisque les températures ont atteint et même dépassé 26 et 27 degrés. Et demain, le temps sera du même nature, beau et chaud, avec des températures dépassant souvent 25 degrés. Quelques nuages accompagnés d'orages pourront se développer au voisinage de l'Atlantique dans la journée, mais rien n'est certain. Autre chose, le match Saint-Étienne-Bayern de mercredi prochain, Antenne 2, fidèle aux engagements pris envers les téléspectateurs, envers ceux d'entre vous qui n'ont pas de goût particulier pour le football, ne diffusera pas la finale de la Coupe d'Europe en même temps que TF1. Le match sera retransmis en couleur sur notre antenne à partir de 22h45 mercredi soir. Ce soir, à la fin du programme vers 23h, vous aurez la dernière édition de notre journal avec Gérard Holz. Bonne soirée à tous, à demain.